Toute l'actualité politique et parlementaire avec une heure d'avance, il est 18 h, une heure d'avance sur l'heure habituelle pour le journal, car nous allons suivre en direct dans un instant la conférence de presse de François Hollande et Angela Merkel. Voici les titres de ce jeudi. Le président français donc et la chancelière allemande ensemble à Paris pour une contribution commune pour l'Europe en crise. Décryptage dans cette édition spéciale avec nos invités Jean-Louis Bourlange, l'UMP Jean Bizet, le socialiste François Patria et Guillaume Duval d'Alternatives économiques. Ils nous rejoindront tour à tour. Au même moment, la France atteint un nouveau record de chômeurs avec un bond de plus 40 000 demandeurs en avril. Marseille contre Paris et plus généralement les métropoles prévues par le projet de loi de décentralisation en débat aujourd'hui au Sénat. Spectaculaire mobilisation des élus et sénateurs des Bouches-du-Rhône de tous bords politiques. Le couple franco-allemand Cain et Ka entre la tension amicale, selon le vœu de François Hollande, et la critique de l'intransigeance égoïste d'Angela Merkel, selon le mot du PS vite retiré. Le président français et la chancelière se sont donc retrouvés aujourd'hui à Paris. On va les retrouver dans un instant. Ils vont tenter de parler d'une seule voix. L'occasion d'abord de tenter de changer le climat et le contexte. Paul Bouffard. Ils ont peut-être suivi une thérapie de couple. Ce qui est sûr, les deux chefs d'État travaillent sur une feuille de route en apparence commune. Et ces derniers mois, les réunions de coopération se sont multipliées, comme pour rassurer sur l'état de santé du couple. Mardi, ils se retrouvaient pour le New Deal contre le chômage des jeunes. Cette fois, le motif de l'entrevue, une trentaine de propositions sur l'investissement, la politique commerciale ou encore l'harmonisation fiscale. Ce rapport BEFACRO montre que le baromètre Paris-Berlin est stable. C'est peut-être un changement de posture d'Angela Merkel qui aura poussé ce réchauffement. Car face au fossé qui se creuse avec l'Italie, le Portugal ou encore l'Espagne, la chancelière semble vouloir jouer la carte du moteur franco-allemand. Aujourd'hui, les deux chefs d'État prennent de l'avance et cela avant même de soumettre leur motion aux 25 autres capitales européennes lors du sommet des 27 et 28 juin qui portera sur la croissance et l'emploi. Et à propos de contexte et de climat franco-allemand, alors qu'on attend donc la conférence de presse du chef de l'État français et de la chancelière allemande, la réplique sèche hier du président français à la Commission de Bruxelles fait réagir au-delà de nos frontières. Ainsi, le parti d'Angela Merkel, la CDU-CSU, fustige aujourd'hui le président français pour des critiques qui sont jugées inappropriées à Berlin. Capilla Campuzano revient sur cette affirmation par le président français que Bruxelles n'a pas à dicter ce que nous devons faire. François Hollande durcit le ton. La Commission européenne veut des réformes rapides pour réduire le déficit sous la barre des 3%. Dans sa ligne de mire, les retraites, une organisation territoriale jugée trop complexe, tout comme la fiscalité française. Les pistes qu'elle donne ne sont pas nouvelles. Il faut simplement une volonté politique pour les mettre en œuvre. D'une certaine manière, elle assume ce mauvais rôle qui est celui de dire, voilà, sur les retraites, sur les dépenses de l'État, il faut vraiment aujourd'hui tracer des pistes d'action. Après, voilà, reprocher à Bruxelles un choix politique qui est douloureux. C'est une vieille habitude française, mais que je regrette. En matière économique, Bruxelles recommande également de baisser les cotisations patronales et d'appliquer le récent accord compétitivité-emploi. Des réformes qui ne peuvent pas toutes être menées de front selon le gouvernement. Je comprends un peu le gouvernement qui a été, on va dire, piqué parce qu'il est en train d'entamer une négociation sociale avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, en particulier sur les retraites, et donc ça ne fait pas très bon effet. Voilà, on n'est plus complètement autonome sur le plan budgétaire, ça fait partie du prix à payer pour l'intégration européenne. Dans ce contexte, la prise de position de François Hollande devient un geste essentiellement symbolique. Réduire le déficit dans les 2 ans restera une obligation acceptée dans les traités. Voilà, avec nous donc nos deux premiers invités, Jean Bizet, sénateur UMP, bonsoir, et Jean-Louis Bourlange, centriste et puis professeur à Sciences Po. Alors j'ai envie de vous poser d'abord cette question, alors qu'on va bientôt rejoindre Angela Merkel et François Hollande à l'Élysée. Jean-Louis Bourlange, est-ce que cette annonce d'une contribution commune de la France et de l'Allemagne est déjà une bonne nouvelle ?
Oui, je crois qu'en soi, c'est une bonne nouvelle et c'était plus que nécessaire parce que ce qui s'est passé au cours des derniers mois était quand même lourd de conséquences et je me réjouis de voir que on verra ce qu'il y a dedans. Hein. Pour l'instant, les contenus de ce qu'on a annoncé sur l'initiative jeune, c'est un peu léger. C'est la première fois en tous les cas qu'il y a cette contribution commune entre la France et l'Allemagne en perspective d'un sommet. Mais depuis l'arrivée de François Hollande, je veux dire, bien sûr. C'était une décision qui avait été prise lors de la célébration, la commémoration du traité de l'Élysée il y a quelques mois. Maintenant, il faudrait qu'il y ait quand même un peu quelque chose dedans. Mais là, déjà, le fait que le tandem franco-allemand se reconstitue, on revient de loin. Parce que ce qui a été dit par le président de l'Assemblée nationale, par un certain nombre de hiérarques socialistes, risquait de créer une rupture durable entre la France et l'Allemagne, ce qui aurait été quand même une grande nouveauté par rapport à ce qui se passe depuis 1950. Jean Bizet, vous y voyez également un signe de confiance renouvelé, sachant que, je le disais, hein, le parti d'Angela Merkel aujourd'hui a vivement réagi à Berlin contre les déclarations hier du chef de l'État sur les recommandations de la Commission. Je serai un peu plus réservé parce que le président de la République manie le chaud et le froid entre le discours à Leipzig et puis les déclarations au niveau national. J'avoue que les Français sont sans doute un peu comme moi, un peu perdus. Je crois que l'heure de vérité a sonné. Ce n'est pas spécialement désobligeant d'imaginer que la Commission nous envoie une dizaine de mesures radicales, rapides à mettre en œuvre. Eh bien, soyons, je dirais, les uns et les autres constructifs, élevons le débat, parce qu'il en va de l'avenir de la France, de l'Europe et de nos concitoyens. Alors, il y aurait un François Hollande à Paris, un François Hollande à Leipzig, quand il a vanté les réformes Schröder. Est-ce qu'il y a un François Hollande à Paris et un François Hollande à Bruxelles, Jean-Louis Bourlanges? Oui, moi je souscris avec les réserves qui viennent d'être exprimées. Je trouve qu'elles sont tout à fait justifiées. Je me méfie. Je dis simplement qu'on vient de loin, c'est tout. Alors, effectivement, écoutez, le problème de François Hollande, c'est que c'est un grand sémiologue. C'est un homme qui estime que la politique, ce qui est vrai pour une part, mais pas exclusivement, consiste à émettre des signes. Alors on émet des signes sur la croissance, on émet des signes sur la rigueur, on émet des signes contre l'Allemagne, on émet des signes sur l'Allemagne. Même public, alors. Et que, oui, mais à la fin, il faudrait quand même qu'il y ait derrière les signes une réalité. Alors on avait, depuis 15 jours, tous les messages sont on va réformer, Schröder a eu raison, le modèle allemand, il faut renouer avec une politique européenne, et crac, aujourd'hui, quand concrètement la Commission nous dit voilà ce que vous devriez faire, et on comprend la Commission, on lui a dit qu'on rétablirait les comptes, on les a pas rétablis, donc les engagements n'ont pas été tenus, on a dit qu'on ferait des réformes structurelles. On a sorti cette boîte à outils qui est quand même, dont chacun s'accorde à considérer qu'elle est dérisoire. Et la Commission dit, ben voilà, si vous voulez faire quelque chose de substantiel, on n'a pas à se substituer à vous, mais notre devoir est de recommander, si vous voulez faire des choses substantielles, voilà un cahier des charges que vous pourriez utilement méditer. Mais est-ce qu'elle va trop loin dans ses recommandations? Parce qu'aujourd'hui, par exemple... Elle est agacée. Elle est agacée par l'absence de réponse. Oui. Elle a tout le lieu de l'être, agacée. Parce qu'elle a accordé un délai supplémentaire à la France, on le rappelle. Ce que dit Jean-Louis Bourlanges est très vrai. Dans l'art de la sémantique, le président de la République est le premier de la classe. Mais entre parler et faire, eh bien, il y a maintenant, aujourd'hui, des limites. Aujourd'hui, les marchés attendent de la France des faits, des actes. Moi, je remarque aussi une chose. J'ai eu l'opportunité de rencontrer avec quelques collègues, notamment Jean Arthuis et Hervé Guémard, le ministre M. Schäuble, il y a à peu près une quinzaine de jours. Or, aujourd'hui, l'Allemagne est plus inquiète que jamais. Pourquoi? Pour la France? Pour la France et pour l'Europe. Elle est inquiète pour la France et pour l'Europe, pour la bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, ou plus exactement hier, le couple franco-allemand pouvait supporter, si vous voulez, un échec de l'Espagne, de l'Italie, de l'Irlande et de la Grèce réunis. Si demain, comme malheureusement nous nous y acheminons pas à pas, si demain la France devait faire défaut, l'Allemagne ne pourra pas, à elle seule, sur ses seules épaules, et Dieu sait si elles sont solides, eh bien, faire face à tout cela. C'est ça qui est inquiétant. Et moi, j'ai un autre élément, si vous voulez, qui m'inquiète, que j'ai lu il y a très peu de temps. Dans la compétitivité
de l'industrie allemande. Quand vous voyez qu'au cours de l'année 2012, l'Allemagne a acheté 19 000 robots, en comparaison au nombre de robots qu'a acheté la France et l'Italie, eh bien, la France est le pays qui en a acheté le moins. L'Italie, 4006 de mémoire, et la France, à peu près 3000. Vous voyez, entre 19 000 et 3000, la France, ou plus exactement l'Allemagne, accroît encore son niveau de compétitivité par rapport à une France qui se paupérise de plus en plus en la matière. Alors, avant d'aller à l'Elysée, on attend toujours l'arrivée de François Hollande et d'Angela Merkel devant leur pupitre pour cette conférence de presse très attendue. On va faire un petit détour par Bruxelles, où nous attend François Baudonnet. François, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, deux questions. D'abord, qu'est-ce que l'on attend de cette contribution commune à Bruxelles, cette contribution commune de la France et de l'Allemagne, premier point. Et puis, comment est-ce qu'on a réagi et comment est-ce qu'on a interprété cette vive réaction du président français hier aux recommandations de la Commission? Eh bien, je commencerai peut-être par votre deuxième question pour vous dire que dans l'entourage de la Commission européenne, on s'est dit plutôt surpris des déclarations de François Hollande quand il a dit la Commission n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire, parce qu'en fait depuis un an, je dirais, il y a une relative confiance entre le gouvernement français et la Commission européenne. D'ailleurs, à chaque fois, par exemple, la France, le gouvernement français, reprend les prévisions économiques de la Commission européenne et il les fait siennes. Il y a également, on le sait, de bonnes relations, par exemple, entre Pierre Moscovici et le commissaire Olli Rehn, qui est le commissaire ici aux affaires économiques. Alors donc, il y a une certaine surprise. Et puis, dans un deuxième temps, je dirais ici à Bruxelles, les responsables de la Commission européenne ont compris qu'il s'agissait peut-être d'une posture de la part de François Hollande qui parlait plus à une partie de la gauche en France qu'à la Commission européenne ici à Bruxelles. Alors ça tombe quand même plutôt mal puisque vous l'avez dit, François Hollande et Angela Merkel sont en train de préparer un sommet européen qui aura lieu ici les 27 et 28 juin prochains. C'est un sommet qui sera à 100% économique et pour la première fois depuis l'élection de François Hollande, eh bien ils vont tenter d'arriver à ce sommet avec un texte commun, ce qui se faisait beaucoup du temps de Nicolas Sarkozy mais qui avait totalement disparu. Alors on estime qu'ils vont parler vraisemblablement du chômage des jeunes. On a vu que le chômage en France aujourd'hui bat de nouveaux records malheureusement. Il va y avoir aussi un autre sujet de discussion, c'est celui de contrat. La chancelière allemande voudrait que chaque pays européen signe un contrat avec Bruxelles dans lequel il s'engage sur des réformes. Alors François Hollande est d'accord avec cette idée de contrat, mais il ne veut pas que ce soit contraignant. Et enfin, ils parleront peut-être d'un budget de la zone euro. Aujourd'hui, il y a un budget européen pour les 27, mais il n'existe pas de budget pour les 17 pays membres de la zone euro. Autant d'éléments qui seront présents ou non donc dans la conférence de presse de François Hollande et d'Angela Merkel. Voilà, merci beaucoup François, on attend leur prise de position, vous intervenez à nouveau quand vous voulez, évidemment de Bruxelles. Alors évidemment, un contrat sans contrainte, c'est un petit peu délicat à exiger. Ce n'est pas un contrat. C'est assez intéressant que la France cherche à négocier la possibilité de ne pas tenir les engagements qu'elle prendrait. C'est quand même... Alors dites-moi, est-ce que cette conférence de presse et cette contribution commune de la France et de l'Allemagne annonce, je ne sais pas, un desserrement des politiques d'austérité? C'est aussi la grande question. Jean-Yves Bourlanges. Écoutez, il est plus facile de commenter les déclarations après qu'elles aient été faites qu'avant, donc je n'ai pas de boule de cristal, mais je crois que ce mot austérité est un mot valise qui ne signifie pas grand-chose. On voit qu'il y a un agenda qui a d'ailleurs été assez bien défini par la Commission, qui comporte effectivement la réduction des déficits, l'amélioration de la compétitivité, une reprise en main des dépenses sociales de manière qu'elles soient gérables et maîtrisables dans le cadre budgétaire, un développement de la compétitivité, des marges des entreprises, enfin tout un ensemble de choses qui sont une réduction des dépenses publiques, parce que nous voyons bien que la compétitivité, c'est d'abord dans le secteur public qu'il faut la trouver. Donc tout cela forme un tout. Alors, est-ce que c'est de l'austérité? Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'austérité. Quand on continue de dépenser plus de 3%, largement plus de 3% du PIB en termes de dépenses que de recettes, quand on a cet écart-là, peut-on parler d'austérité? Donc non, ce qui est en cause, c'est un diagnostic, c'est la mise en application d'un ensemble de transformations de l'économie française et des économies européennes visant à les rendre compétitives dans un tournant économique, la globalisation, qui nous pose un nombre
impressionnant de défis. Et c'est là où, jusqu'à présent, on n'a rien eu. On a eu une augmentation d'impôts, c'est pas du tout ça qu'il faut. Il faut des réductions des dépenses, il faut une compétitivité accrue du système, il faut des marges renforcées pour les entreprises de manière qu'elles puissent innover, investir, et il faut une moindre pesée du budget de l'État sur les marchés financiers, de manière qu'il n'y ait pas cet effet d'éviction qui fait que les entreprises n'aient pas d'argent. Tout ça, c'est un ensemble de politiques qui devrait reposer sur un diagnostic clair, un diagnostic qui n'est pas ce diagnostic keynésien que nous fait le président actuellement. On va écouter le président et la chancelière puisqu'ils sont au pupitre. On écoute la conférence de presse. Bien, mesdames, messieurs, j'ai reçu cet après-midi et nous allons encore passer le dîner ensemble, Angela Merkel. D'abord pour visiter l'exposition au Louvre, très belle exposition sur les peintres allemands, puis ensuite pour étudier le rapport qui nous avait été, que nous avait commandé, le rapport Crome-Beffa, et qui porte sur la croissance et la compétitivité d'un point de vue des industriels allemands et français. Ce rapport d'ailleurs insiste sur des propositions, notamment sur l'énergie, sur la concurrence, sur l'innovation, et nous avons demandé aux participants de poursuivre leurs travaux, notamment sur la question de l'énergie et des projets concrets que nous pourrions mener à bien, français et allemands, avec les industriels concernés. L'autre partie de notre discussion a porté sur la contribution franco-allemande pour le Conseil européen et même au-delà du Conseil européen pour l'Union économique et monétaire. C'était une contribution que nous avions voulu rédiger ensemble à l'occasion du 50e anniversaire du traité d'amitié entre la France et l'Allemagne. Mais nous voulons donner à cette amitié un sens européen. Nos propositions consistent à prendre en compte la situation de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe à l'arrêt sur le plan économique, même si elle est sortie de la crise financière, elle n'est pas sortie de la crise. Et nous vivons encore, même si la situation est différente selon les pays, une croissance faible pour certains, nulle pour d'autres, et même une récession. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir donner plus de confiance à l'Europe dans cette situation où le chômage atteint des niveaux historiques. Confiance d'abord aux jeunes. Et une grande partie de notre travail a consisté à mobiliser les fonds européens qui sont prévus pour la période 2014-2020 et d'anticiper même sur le dispositif. 6 milliards d'euros ont été dégagés dans le cadre financier européen et nous allons faire en sorte que ces fonds puissent être dépensés dans le meilleur délai et pour les meilleurs dispositifs. Ce sera d'ailleurs le sens de la réunion qui se tiendra à Berlin le 3 juillet. Nous y serons bien sûr avec le président Barroso, avec la présidente lituanienne, et nous veillerons donc à évaluer tous les dispositifs qui existent dans chacun des pays et à faire en sorte que les meilleures pratiques puissent être mises en œuvre et au plan national et au plan européen. Notre proposition, c'est aussi de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit, et notamment à la Banque européenne d'investissement. Et là aussi, nous ferons en sorte que, de manière rapide, de manière concrète, la Banque européenne d'investissement puisse apporter de la liquidité, du crédit aux entreprises qui sont celles des pays les plus touchés par la crise et, d'une manière générale, aux entreprises innovantes. Nous avons également souhaité qu'il y ait une meilleure application de l'union bancaire, au sens où, les principes ayant été définis, nous puissions maintenant mettre en place le Conseil de résolution
le dispositif de soutien privé, le dispositif de soutien public. Et là encore, c'est très important que la France et l'Allemagne aient pu se retrouver sur un calendrier et sur des mécanismes sans qu'il soit besoin de changer les traités. Sur la gouvernance économique, il y a d'abord des objectifs que nous pouvons porter. L'harmonisation fiscale, la convergence des systèmes fiscaux, mais également donner une dimension sociale avec la proposition de mettre en place des salaires minimaux qui puissent être définis soit au niveau national, soit au niveau des branches industrielles par des conventions collectives. Nous sommes d'accord aussi pour qu'il puisse y avoir des contrats de compétitivité, c'est-à-dire que les pays qui engagent des politiques de compétitivité puissent être encouragés à le faire et qu'il puisse même y avoir des fonds qui puissent leur être apportés. À cet égard, nous avons également conclu sur l'opportunité de dégager des ressources propres pour la zone euro à travers des fonds ou un fonds qui pourrait être à sa disposition, alimenté par des contributions. Par exemple, la taxe sur les transactions financières, mais n'allons pas trop vite sur les ressources qui pourraient être dégagées. L'idée, c'est d'avoir un fonds qui puisse être directement utilisé par la zone euro pour ces contrats de compétitivité ou même pour la lutte contre le chômage et notamment celui des jeunes. Enfin, sur l'organisation de cette gouvernance économique, nous sommes d'accord ensemble pour qu'il y ait plus de sommets de la zone euro, avec un président à temps plein de l'Eurogroupe, qui aurait des moyens renforcés et qui pourrait être là aussi mandaté par des ministres de la zone euro pour favoriser l'action dans le domaine de l'emploi ou dans le domaine de la recherche et de l'industrie. Nous serons attentifs à inviter le Parlement européen à contrôler les mécanismes que nous mettons nous-mêmes en œuvre et enfin associer aussi les partenaires sociaux. Bref, la contribution franco-allemande n'épuise pas tous les sujets, mais prend en compte l'Europe telle qu'elle est et telle que nous voulons la faire évoluer, dans un délai court. Nous voulons qu'elle soit plus attentive à la situation de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes, qu'elle soit plus rapide dans la mise en place de l'union bancaire, qu'elle soit plus efficace dans la gouvernance économique, qu'elle soit plus harmonieuse dans les systèmes fiscaux et qu'elle mette en œuvre des politiques de croissance et de compétitivité avec un cadre cohérent. Voilà le sens des travaux que nous avons menés aujourd'hui. Nous allons adresser notre contribution à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et nous souhaitons qu'ils soient nombreux à s'associer à la démarche que nous engageons. Nous aurons au Conseil européen à y revenir pour une part de ce que nous avons pu conclure aujourd'hui et nous aurons aussi cette rencontre au début du mois de juillet avec les ministres du Travail et de l'Emploi des 27, voire même des 28 pays membres. Je pense que ce que montrent une nouvelle fois la France et l'Allemagne, c'est que nous sommes capables, non pas d'imposer nos vues aux autres, mais compte tenu de nos responsabilités, compte tenu de la place de nos économies, d'emmener l'ensemble des Européens vers les voies que nous considérons les meilleures, celles de la cohérence, celles de la solidarité, celles de la croissance, et notamment pour donner plus d'emplois. Merci. Ja, danke schön. Ich möchte mich Merci beaucoup. Merci d'avoir rendu possible cette rencontre à Paris. Et merci d'avoir eu la possibilité de visiter cette exposition. Et je voudrais également remercier les auteurs du rapport BEFA, qui nous ont communiqué leurs conclusions. Aujourd'hui, nous tenons une promesse que nous avons faite concernant l'amitié franco-allemande dans le cadre du traité de l'Élysée, à savoir une contribution d'actualité pour développer l'union économique et monétaire. C'est une contribution dans la perspective du Conseil européen du mois de juin. Il s'agit également de contribuer au développement des principes nous permettant de rendre l'Europe plus compétitive, de créer
de la croissance et par conséquent de recréer des emplois durables. Nous avons beaucoup accompli en Europe et pourtant, on a parfois le sentiment que les efforts se relâchent rapidement, les efforts pour mettre l'Europe sur une base durable. Et il ne faut pas qu'il y ait ce relâchement. C'est la conviction qui est traduite dans ce rapport, dans cette contribution. Parce que les faits, le chômage des jeunes, montrent bien que nous devons faire plus si nous voulons préserver dans la durée la prospérité. Alors cette contribution s'articule de la façon suivante. Dans une introduction, nous rappelons nos principes, nous saluons les nouvelles règles du pacte de stabilité et de croissance. D'ailleurs, cette année, c'est la première fois que nous travaillons sur la base de ces nouvelles règles et nous reconnaissons que l'assainissement budgétaire et la croissance sont les deux faces d'une même médaille et ne sont en rien contradictoires. Nous disons que les problèmes sont nombreux et urgents, il faut agir vite, il faut trouver de nouvelles voies pour agir et ça nous le montrons à travers différents exemples. Les thèmes sur lesquels nous travaillons ont été évoqués par François Hollande. Il s'agit d'améliorer, de stimuler la compétitivité, l'emploi, la croissance. Le chômage des jeunes, bien sûr, a une importance tout à fait capitale dans notre projet. Et François Hollande, pas François Mitterrand, François Hollande. François Hollande en a déjà parlé, a déjà évoqué ces aspects. Il ne s'agit pas simplement d'avoir ces 6 milliards pour le prochain cadre financier, mais il faut que ces sommes puissent être dépensées rapidement et pas une répartition équilibrée égale sur toutes les années. Non, il faut qu'on puisse utiliser ces fonds sur 2 ans. Le 3 juillet, nous voulons avoir des échanges tout à fait concrets et ce que nous demandons, c'est que le pacte de croissance et pour la croissance et l'emploi de juin dernier, nous souhaitons que ce pacte soit le plus vite possible opérationnel. Et là, la Banque européenne d'investissement a un rôle particulier à jouer. Souvent, on nous demande qu'est-ce que ça a donné. Vous avez évoqué 120 milliards, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Question qu'on pose souvent. Voilà pourquoi nous avons besoin d'urgence du cadre financier pluriannuel. Je suis heureux que les négociations progressent avec le Parlement européen et nous demandons également à la Commission de nous soumettre un plan d'investissement sur les prochaines mesures. Où voulons-nous utiliser concrètement cet argent à compter de 2014 et comment pouvons-nous améliorer les conditions pour l'investissement privé, pas simplement sur le plan national, mais également sur le plan européen, réduire la bureaucratie, avoir également un droit de la concurrence adapté qui renforce l'Europe et ne l'affaiblisse pas. C'est ce qu'on voit également dans le rapport Cromwell. D'autre part, que reste-t-il à faire? C'est l'intégration des marchés financiers, supervision bancaire, et tout ce que cela implique, c'est tout à fait essentiel. Nous avons présenté un plan très clair sur notre conception de la suite à donner, tant en ce qui concerne l'assainissement et la résolution d'établissements financiers, également les systèmes de garantie des dépôts. Il y a là également une directive en cours d'examen qui doit être finalisée. Et outre la supervision, on peut également voir comment la recapitalisation directe peut se faire dans une cascade d'étapes avec une recapitalisation nationale, des contributions propres des banques et, en dernier ressort, un soutien européen. Ensuite, il y a une nouvelle proposition, nouvelle par sa qualité, à savoir quid de l'avenir de la coordination économique. Nous constatons que le pacte de stabilité et de croissance ne produit ses effets qu'une fois que les déséquilibres sont déjà là, qu'une fois qu'on se rapproche de procédures de déficit, mais ne constitue pas encore de base solide et durable nous permettant d'éviter de nous retrouver dans des situations de déséquilibre ou de procédures de déficit. Voilà pourquoi nous avons besoin de davantage de coordination de la politique économique. Ça a une traduction institutionnelle par une meilleure coopération, notamment au sein de l'Eurogroupe, de la part de tous ceux qui veulent y apporter leur concours, mais ceci a également une traduction en termes de procédure. Il faut savoir qu'est-ce qui est important pour la compétitivité. Alors, la compétitivité, c'est un terme, mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne sommes pas seuls à pouvoir en décider.
il faut toujours se comparer aux meilleurs dans le monde. Il y a un certain nombre de domaines qui sont tout à fait importants que nous énumérons. C'est la question du marché de l'emploi, c'est la question de l'innovation, les dispositions sociales, les systèmes fiscaux, la question même de l'efficacité des institutions publiques. Autant d'aspects dont nous devons parler. Et si nous nous sommes mis d'accord au niveau européen sur ces paramètres, qu'est-ce qui est important pour une meilleure compétitivité, nous pourrons alors passer à une seconde étape et dire oui. Ensuite, nous voulons conclure des arrangements contraignants. La Commission aura là un rôle de pilotage. Bien sûr, il faut que les parlements nationaux soient associés aux décisions afin que sur cette base contraignante, on puisse avoir plus de cohérence dans la compétitivité de la zone euro, mais également pour les autres membres et les autres États membres que cela intéresse. Tout cela doit avoir un cadre institutionnel. François Hollande l'a évoqué. Comment pouvons-nous renforcer l'Eurogroupe, nous réunir dans de meilleures conditions et plus fréquemment entre membres de la zone euro, au Conseil européen? Comment est-ce que nos différents ministres peuvent être chargés de préciser ces missions et ces tâches? Si nous voulons faire progresser l'intégration budgétaire avec davantage de coopération dans le secteur bancaire et si nous voulons faire progresser la coordination des politiques économiques, si nous avons des instruments de solidarité et si chaque pays fait ce qu'il a à faire de son côté, on a à ce moment-là un tableau global et je crois que cette contribution nous permet utilement d'ouvrir la discussion avec nos partenaires européens et nous aimerions faire rapport là-dessus au Conseil européen de juin. Merci. Michaela Wiegel. Geht das Mikro jetzt? Ja. Oui, le microphone fonctionne. Frau Bundeskanzlerin, Herr Präsident, Sie haben gerade Vous avez rappelé vos efforts pour une meilleure coordination économique. En même temps, le président de la République a déclaré hier qu'il n'entendait pas se laisser dicter par la Commission européenne comment faire des réformes en France. Comment pouvez-vous d'un côté prendre des engagements contraignants et dire en même temps ma souveraineté va aussi loin que je ne me laisserai dicter par personne ce que j'ai à faire? Est-ce que ceci ne s'appliquerait pas à l'Allemagne? Je crois comprendre que la question s'adresse plutôt à la France. La coordination des politiques économiques, elle est dans un cadre qui peut être celui de l'Eurogroupe, qui peut être également celui de la Commission, pour notamment faire respect des engagements qui sont pris. Pour l'instant, nous sommes dans le pacte de stabilité et nous avons, la France, à respecter les engagements budgétaires que nous avons pris, et notamment pour faire retour à l'équilibre des finances publiques, notamment pour le déficit structurel à l'horizon 2017. La Commission nous donne un délai et en même temps nous fixe un calendrier. Et nous entendons respecter ce que la marche vers le retour à l'équilibre des finances publiques exige. Il y a des réformes à faire. Je les ai moi-même annoncées. Des réformes structurelles pour améliorer notre compétitivité. Certaines sont engagées d'ailleurs. La réforme du marché du travail, le pacte de compétitivité. Il y en a d'autres qui nous attendent. Qui attendent d'abord les partenaires sociaux sur l'indemnisation du chômage, qui attendent le gouvernement et les partenaires sociaux sur les retraites, qui exigent aussi de l'État, des collectivités locales, un effort de simplification. Nous avons également une concurrence à faire respecter pour un certain nombre de professions. Même si ça n'a pas été fait depuis des années. Enfin, toutes ces réformes n'ont pas été faites depuis des années. Sinon, nous n'aurions pas à les mener à bien. Mais le détail, les procédures, les manières de faire relèvent de la responsabilité du gouvernement et de l'État. Sinon, il n'y aurait pas de souveraineté possible. La souveraineté,
elle doit être dans la mise en œuvre, dans la bonne manière de faire adhérer une société à des objectifs. La Commission, je rappelle, donne des recommandations. Elle ne dit pas à la place des États ce qu'ils doivent faire. Donc je crois que la bonne compréhension de ce que nous avons à faire, c'est de respecter nos engagements, respecter nos objectifs, faire nos réformes et pouvoir les mener à bien parce que les Français y auraient adhéré. Et parce que la méthode que j'ai souhaitée pour mon pays, c'est la méthode du dialogue, de la concertation et de la décision. Et en matière de décision, il y en a eu beaucoup qui ont été prises depuis 1 an pour que la Commission européenne ait toute confiance dans ce que nous avons à faire. Ich will von meiner Seite sagen, dass wir ja lange die Neuformulierung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes gerungen haben. Ich erinnere an Ereignisse wie Deauville, als rappelez-vous la rencontre de Deauville où, par exemple, on nous a reproché de tout affaiblir. En fait, à l'époque, on a à dessein pris des décisions pour agir avec vigueur et pour donner un rôle tout à fait important à la Commission. Voilà pourquoi l'Allemagne a reçu des recommandations nationales et voilà pourquoi les pays touchés par une procédure de déficit ont reçu des recommandations très spécifiques et nous devrons décider, mais d'abord les pays devront prendre position, devront pouvoir prendre position. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, et ce que dit également notre document, à savoir que nous acceptons sans réserve ce pacte, c'est le reflet de notre conviction à l'un comme à l'autre. Nous savons que nous avons tous quelque chose à faire pour nous améliorer. Le président de la République a expliqué ce qu'il y a à faire en France, mais ce qui est également important, c'est qu'il faut ensuite une mise en œuvre au plan national. Et c'est pourquoi le chemin vers une coordination des politiques économiques où nous commençons très en amont à discuter entre pays et commissions des modalités possibles de mise en œuvre, quels sont les paramètres importants. Voilà pourquoi cette approche est importante avec une nouvelle étape pour l'avenir. Alors aujourd'hui, si l'on a des procédures de déficit, il faut respecter les règles et les procédures, mais je crois qu'il apparaîtra clairement dans les discussions des prochaines semaines que c'est le souhait et la responsabilité de chacun. Oui, Béatrice Adjage, RTL. Une question pour chacun de vous. Monsieur le Président, je reviens sur les recommandations. Vous avez mal réagi, donc, et vous venez de vous en expliquer, mais est-ce à dire que la Commission a évoqué des sujets qui sont peut-être tabous en France, comme la réforme des régimes spéciaux de retraite, l'ouverture à la concurrence de certains secteurs, et que vous estimiez que ce n'était pas à la Commission d'aborder ces sujets tabous? Il n'y a aucun sujet tabou. Aucun. Toutes les réformes qui doivent être menées le seront. Que ça touche la concurrence, que ça touche les retraites. Mais sur les choix, sur les modalités, il nous appartient, c'est ma responsabilité, celle du gouvernement, celle du Parlement, car il y a un Parlement, il y a des partenaires sociaux, que de savoir comment nous allons nous y prendre. Sur les régimes spéciaux, je rappelle qu'il y a déjà eu une réforme des régimes spéciaux. Je pensais que c'était donc déjà accompli. Ou alors on m'expliquera que ça n'a pas été fait. Sur les retraites, je pourrais dire qu'il y a déjà eu une réforme des retraites, mais je pense qu'il en faut une autre, puisqu'il y a des déficits, 20 milliards d'euros en 2020. Ma responsabilité, c'est de pouvoir régler cette question et la faire, cette réforme, d'ici la fin de l'année. Donc il n'y a aucun sujet. Et la Commission est parfaitement dans son rôle quand elle donne un certain nombre de domaines dans lesquels nous devons agir. Mais l'État, le gouvernement, est parfaitement dans sa responsabilité quand il évoque, lui, la manière de faire, la méthode et même les différentes options qui s'ouvrent pour aboutir aux résultats souhaités. Mon objectif, c'est de réduire les déficits publics dans le délai qui nous est donné par la Commission européenne, parce que c'est l'engagement que la France a pris, pas simplement vis-à-vis de la Commission, mais vis-à-vis de ses partenaires. Mais j'ai un autre objectif,
qui est également de redresser la compétitivité. Parce que le problème français est un problème de compétitivité. Quand nous avons 60 milliards de déficit de notre balance commerciale, l'Allemagne a 160 milliards d'excédent de sa balance commerciale. Donc il y a une vraie question qui est la compétitivité de l'économie française, et donc nous devons agir. Et j'ai, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, déjà agi. Ai-je besoin de rappeler ce que nous avons fait sur le marché du travail, sur le pacte de compétitivité, et que nous allons continuer à faire? Mais la méthode, les mesures, c'est de la responsabilité de la France. Excusez-moi, j'avais une question pour Madame la Chancelière également. Le fait que la Commission accorde des délais supplémentaires à plusieurs pays pour assainir leurs finances et la récession qui touche l'Europe vous incite-t-elle à un changement de cap? On vous a beaucoup reproché, on a beaucoup reproché à l'Allemagne la marche forcée vers une certaine discipline budgétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est peut-être temps d'assouplir et de ralentir le mouvement? Merci, Madame. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben einen Stabilitäts- und Wachstumspakt verabschiedet, Nous avons adopté un pacte de stabilité et de croissance que nous voulons respecter, que la Commission respecte, et c'est sur cette base que la Commission a formulé ses recommandations. Et l'Allemagne a dit très clairement qu'il y a deux choses. Premièrement, nous avons tout à fait accepté que la Commission, tout à fait reconnu que la Commission a accordé 2 ans de plus à la France pour respecter le seuil de 3%. Mais ceci est lié à une perspective que des réformes soient entreprises. Et le président l'a confirmé. Les deux choses sont liées. On peut beaucoup mieux réduire les déficits si on augmente en même temps la compétitivité. La compétitivité, ce n'est pas une fin en soi. La compétitivité sert à créer plus d'emplois, sert à davantage exporter, sert à une amélioration de la situation. Autrement dit, la Commission, elle l'a dit clairement dans ses recommandations, pas simplement à l'adresse de la France. Pour chaque pays, il y a des recommandations spécifiques. Il est clair que pour des pays couverts par une procédure de déficit, le caractère contraignant est plus grand que pour les pays qui n'ont pas de procédure de déficit, mais il y a des recommandations spécifiques pour chaque pays. Il appartient à chaque pays de réagir à ces recommandations et nous sommes totalement dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance convenu. Et si vous regardez les programmes en Espagne, qui ont eu lieu en Italie, en Grèce, au Portugal, en Irlande, ce ne sont pas simplement des programmes d'assainissement et de consolidation budgétaire, ce sont des programmes massifs de réformes structurelles qui transforment en profondeur les pays. Probablement, là où ça va le plus loin, c'est en Grèce, avec un nouveau système fiscal, un nouveau système de santé, une nouvelle administration. La France et l'Allemagne ont des responsabilités propres pour ces réformes en Grèce. C'est également réformer le marché de l'emploi, renforcer les institutions étatiques, et puis c'est aussi l'ouverture de certaines professions. Ce n'est pas facile en Allemagne non plus. Il n'y a pas très longtemps, seules les pharmacies en Grèce pouvaient vendre du lait maternisé. Alors les pharmaciens étaient ravis, mais pour le prix du lait maternisé, ce n'était pas très favorable. Autrement dit, il y a une grande quantité de réformes structurelles qui ont été entreprises. L'assainissement des budgets n'est pas une fin en soi, mais tout le monde nous dit que la croissance est plus efficace si les déficits baissent et pas si les déficits augmentent. Thomas Hanke vom Handelsblatt. Frau Bundeskanzlerin, Monsieur le Président. Madame la Chancelière, Monsieur le Président, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing, qui se sont vus hier, une rencontre très émouvante, ont dit qu'il y avait une erreur au départ, à savoir, au moment de la création de l'euro, à savoir qu'il n'y a pas une politique financière et économique commune. Alors, depuis 1 an, vous essayez de surmonter durablement la crise de l'euro, vous essayez de rattraper ce manque, mais apparemment, vous heurtez à un obstacle. Alors, les Allemands disent, on ne peut imaginer une plus grande solidarité financière que si l'on a une politique financière, budgétaire contraignante, dont personne ne peut s'exonérer. Et la France dit, nous ne laissons pas porter atteinte à notre souveraineté, et ce n'est que éventuellement s'il y a plus de solidarité européenne ou des eurobonds. Quand pensez-vous que vous aurez surmonté ces obstacles? À mon sens, il n'y a pas de contradiction. Là où des décisions peuvent être prises, c'est là où
doit être la responsabilité pour les risques qui s'en suivent. Autrement dit, je ne peux pas mettre un système, un mécanisme de solidarité au niveau européen et ensuite chacun fait son budget comme il a envie de le faire. Et cela ne sera pas possible sans certains abandons de souveraineté. La contribution que nous vous présentons en est un exemple tout à fait remarquable. Cela montre que nous sommes prêts à le faire, étape après étape. Et à vous entendre, on se retrouverait sur un point. L'un mettrait plus l'accent sur un aspect en acceptant un autre aspect, l'autre mettrait plus l'accent sur un abandon de souveraineté mais accepterait la solidarité. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que là où les décisions sont prises, c'est que là, les risques soient assumés et qu'il n'y ait pas de dichotomie entre les deux. Ça ne serait pas une bonne gouvernance, sinon. Ça ne peut pas marcher chez nous en Allemagne dans les Länder, ça ne peut marcher nulle part si l'un doit gérer les risques et l'autre peut dépenser l'argent. Ça, c'est pas possible. Et ceci ne remédierait pas au péché originel de la création de la zone euro. Notre problème, c'est que nous devons rattraper certains retards. Et Jacques Delors l'écrivait dans son rapport avant même l'instauration de l'Union économique et monétaire. Et nous devons le faire alors que nous traversons une crise. En fait, du fait de la profonde crise financière qui n'est pas née en Europe, mais qui est née en Amérique, nous avons vécu le premier choc de la zone euro et la zone euro n'était pas totalement armée face à ce choc. Et là, il y a des choses à rattraper. Ce n'est certainement pas difficile dans un contexte économique mondial très difficile. Voilà pourquoi nous devons faire preuve de la plus grande sagesse et de la plus grande propension au compromis. Mais cette contribution franco-allemande est précisément la réponse à ces défis. Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing, comme Jacques Delors, ont depuis longtemps évoqué ce qui manquait lors de la création de l'euro, c'est-à-dire un gouvernement économique, une coordination des politiques qui puisse permettre, au-delà de ce que la Banque centrale européenne est par ses compétences capables de faire, de donner de la cohésion à la zone euro, de lui donner un cadre, de lui permettre de résister davantage qu'elle ne l'a fait au choc et en même temps de se préparer à la croissance de demain et d'agir de manière solidaire. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons déjà adopté le pacte budgétaire. Je rappelle que la France a fait voter ce pacte budgétaire à l'automne dernier. Nous acceptons, parce que, évitons les caricatures, nous acceptons les engagements en matière de réduction des déficits. La Commission donne un délai à plusieurs pays, tout simplement parce que ces pays, en tout cas la France, ont fait un effort budgétaire considérable, et notamment depuis un an ici, où nous avons réduit notre déficit structurel de 2%. Je parle du déficit structurel. Donne un délai aussi à des pays parce que nous sommes dans une croissance tellement faible que nous ne pouvons pas atteindre, comme il était prévu, les objectifs dans la trajectoire initiale. Donc ça ne fait pas débat entre nous, c'est le pacte budgétaire, ce sont des engagements. Mais nous avons à faire mieux que cela. La gouvernance économique, la coordination des politiques économiques, ce n'est pas simplement le pacte budgétaire. Ça doit aller dans le sens que nous indiquons dans la contribution que nous venons de signer, c'est-à-dire d'harmoniser nos systèmes fiscaux, de faire en sorte que nous puissions améliorer notre compétitivité, notre capacité à créer de l'emploi, d'avoir des investissements qui puissent préparer l'Europe aux défis de demain, d'avoir une politique énergétique. Voilà ce que c'est aussi qu'une politique économique à l'échelle de l'Europe. Il y a donc 3 éléments dans la gouvernance économique de la zone euro. Il y a ce qui a trait aux responsabilités budgétaires, au sérieux budgétaire, parce que, effectivement, aucun pays ne peut accepter qu'un autre ne respecte pas des disciplines. Il y a ensuite ce que nous devons faire pour la croissance, pour la compétitivité, pour l'emploi, parce que nous avons besoin d'être toujours la première puissance économique du monde. Et puis, il y a ce qui a trait à la solidarité à certaines conditions. Et pour qu'il y ait la solidarité, il faut qu'il y ait la responsabilité. Voilà le sens
de ce que nous avons à faire. Et puis, il y a des mesures urgentes à décider. Nous venons d'en évoquer plusieurs pour l'emploi des jeunes, pour l'accès des entreprises au crédit et au financement. Donc si nous agissons ensemble, c'est parce que nous partageons ces objectifs. Et il n'y a pas de raison de mettre la France et l'Allemagne en contradiction l'une par rapport à l'autre. Il n'y a pas ceux qui sont conscients des responsabilités du budgétaire et d'autres qui voudraient ne parler que de la croissance. Les deux doivent être menés de pair. Oui, Monsieur le Président, Hervé Asquin de l'AFP. Au moment même où commençait cette conférence de presse, nous apprenions qu'il y avait 40 000 chômeurs de plus le mois dernier en France. Alors, est-ce que cette situation ne pourrait pas vous conduire à accélérer encore davantage le tempo sans attendre l'automne pour engager des réformes en France et en Europe, et particulièrement en France, dans la mesure où chacun connaît ici l'inertie des politiques européennes? Ces chiffres viennent hélas confirmer une tendance. Cette tendance qui, depuis 5 ans, en France, est à l'augmentation du chômage. Et de manière plus forte depuis 2 ans. Avec une cause qui est la récession à l'échelle de l'Europe. Mais également des raisons spécifiques à la France, qui tiennent au manque de solidarité à l'égard des jeunes et des seniors, et également à un défaut de compétitivité. Donc nous agissons dans les deux directions. Sur la compétitivité, tout ne viendra pas de l'Europe. Donc nous avons à prendre là aussi un certain nombre de responsabilités. Ce que nous avons fait avec le pacte de compétitivité, que nous allons continuer autour de l'investissement. J'ai évoqué une stratégie d'investissement sur plusieurs années, mobilisant des financements privés et publics. Et nous aurons aussi à améliorer un certain nombre de dispositifs pour la recherche, pour l'innovation, pour le soutien aux entreprises. Et puis, il y a l'urgence. L'urgence, c'est d'apporter, et le plus vite possible, des solutions aux jeunes et aux moins jeunes. Parmi ces mesures, les emplois d'avenir. Je les évoquerai d'ailleurs à la réunion du mois de juillet, parce que c'est une solution qui peut convaincre d'autres pays. Ces emplois d'avenir qui concernent donc le secteur associatif, le secteur local, nous voulons même l'élargir aux entreprises. J'ai évoqué 2 secteurs, le tourisme et également les services à la personne. Nous pouvons aller aussi chercher d'autres branches qui pourraient être intéressées par ces emplois d'avenir. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le contrat de génération, il vient d'être adopté et il a vocation à s'amplifier au cours des prochains mois. C'est pourquoi je maintiens, malgré ces chiffres, malgré ce qu'ils représentent sur le plan individuel, familial, pour beaucoup de Français, je maintiens l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Et nous y mettrons tous les moyens pour ces dispositifs d'urgence. Mais il nous faut aussi, je l'ai dit, agir sur le marché du travail et sur la compétitivité. Marché du travail, la réforme qui a été celle des partenaires sociaux, puis traduite dans une loi, vous savez qu'elle n'est toujours pas en vigueur. Tout simplement parce qu'il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est bien le droit de l'opposition, mais ça nous reporte encore au mois de juin. Toujours perdu là-dessus est hélas un jour perdu dans la mobilisation contre le chômage. Donc il y a des mesures de moyen terme en France, et si l'Europe peut encore amplifier ce mouvement, ce sera un plus. Et puis il y a ces mesures d'urgence que je veux encore accélérer pour atteindre l'objectif. Plus tôt la croissance reviendra, plus tôt nous pourrons avoir une diminution du chômage. Pour retrouver de la croissance, il nous faut et de la compétitivité et de la confiance. Et c'est la raison pour laquelle les mesures d'urgence contribuent à la confiance.
Je voulais simplement ajouter que oui, vous avez raison, certaines choses vont lentement en Europe. Et tout comme nous devons apprendre à aller plus vite dans nos pays, même en Allemagne, certaines choses avancent bien lentement, il faut l'accepter, mais nous devons tous comprendre, toutes les institutions européennes doivent comprendre que nous nous trouvons dans une situation très particulière. Et l'enjeu de ces années est de savoir si demain nous serons encore compétitifs à l'échelle de la planète ou pas. Nous avons toutes les chances de notre côté, mais c'est une situation très particulière. Je me souviens d'une situation comparable à l'époque de l'unification allemande, et nous avions demandé à la Commission de statuer plus rapidement sur certaines demandes des nouveaux Länder. Nous avions également demandé d'avoir des dispositifs favorisant la création d'entreprises. Peut-être qu'il faudrait revoir les procédures d'appel d'offres pour les réseaux haut débit lorsqu'on demande des subventions européennes. C'est très, très compliqué, en tout cas pour les maires allemands, c'est très, très compliqué. Donc, que chacun comprenne qu'il a une responsabilité spécifique. Et chaque fois que nous pouvons simplifier, chaque fois que nous pouvons accélérer, chaque fois que nous pouvons innover, apprendre les uns des autres, nous devons nous montrer prêts à le faire. Nous ne sommes pas dans une période normale en Europe et ce s'exprime notre contribution. Il faut aller plus vite. Les hommes et les femmes d'Europe l'attendent et en dépend aussi l'acceptation de cette Europe des citoyens, et ces citoyens doivent comprendre les mesures. Voilà pourquoi il faut que le message arrive chez chacun et chacune. Madame la chancelière, Valérie Nataf, TF1, il y a beaucoup de voix en France qui s'élèvent pour demander à ce que l'Allemagne, par exemple, assouplisse ses positions sur les salaires, vienne à un salaire minimum, réduise la précarité, qui est un des problèmes. Est-ce que vous êtes prête à faire ces efforts pour relancer une forme de croissance en Europe ? Ich glaube, hier gibt es manchmal auch Missverständnisse. In Deutschland werden die Löhne, insbesondere in der Industrie, die exportiert, et notamment dans l'industrie exportatrice, ces salaires sont fixés par les partenaires sociaux. Et ce sont de bons salaires dans la moyenne européenne. Là où parfois les salaires sont moins bons, ça se trouve dans le secteur des services. Mais bon, les services ne sont pas exportés à l'étranger. Et puis, nous avons emprunté une voie de réforme. Rappelez-vous, il y a 10 ans, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est lié à des réformes du marché de l'emploi. Et la France, d'ailleurs, emprunte cette voie aujourd'hui. Quel en a été l'effet? C'est que nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont un emploi. Nous n'avons jamais eu autant de personnes qui ont un emploi. Mais c'est vrai que parfois, ils ne gagnent pas autant qu'ils pourraient le souhaiter. Alors, des réactions, c'est de dire pour des domaines où les partenaires sociaux n'ont pas négocié des salaires, nous devons contraindre les partenaires sociaux à définir ce type de salaire. Certains disent que c'est à l'État de fixer les salaires, mais la situation de l'Allemagne est celle que l'on connaît parce que nous avons mis de la flexibilité dans le droit du travail. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'un jeune ait un emploi, mais avec une certaine flexibilité du droit du travail, ou bien vaut-il mieux ne pas avoir d'emploi du tout? Nous avons eu plus de 5 millions de chômeurs. Nous discutons de ces questions. Et nous voulons voir comment nous pouvons avoir une action conforme aux intérêts des générations. C'est-à-dire qu'il y a un partage intergénérationnel. En Allemagne, nous avons beaucoup de jeunes très bien formés qui ont des CDD très courts et qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai tellement investi dans ma formation. Ça, c'est l'Allemagne. Et il y a d'autres qui se prévalent d'acquis et il faut trouver un arbitrage, un équilibrage juste entre les générations. Donc, je ne crois pas qu'il y ait lieu de changer le cap que nous suivons. L'idée que si l'Allemagne avait des salaires plus élevés, l'Europe s'en porterait mieux, ça ne tient pas, parce que si les salaires étaient trop élevés en Allemagne, l'Allemagne n'exporterait plus. Si l'Allemagne n'exportait plus, le chômage augmenterait en Allemagne. Personne, ça ne rendrait service à personne. Donc, on peut considérer que nos partenaires sociaux font cela avec beaucoup de responsabilité. Nous sommes un pays qui exporte énormément. Chez nous, les représentants des salariés vont très souvent en Inde,
en Chine, au Brésil, au Vietnam, et ils regardent ce qui se passe dans ces pays. Et ils regardent comment les entreprises allemandes travaillent dans ces pays. Et ensuite, ils regardent également comment les entreprises locales travaillent. Et ils constatent, oui, nous devons être meilleurs, nous devons faire plus d'innovation, faire plus de recherche. Et ceci doit être fait à travers un effort commun. Donc nous devons toujours avoir en ligne de mire l'emploi. Bonjour, Frédéric Lemaître, Le Monde. Jusqu'à hier, il était question que vous repreniez 3 ou 4 propositions du rapport de messieurs Cromeux et Beffa pour présenter à vos partenaires européens. Vous n'avez pas listé ces propositions. Faut-il comprendre que concrètement, vous n'êtes pas d'accord sur les mesures à prendre dans ce rapport, parce que vous demandez juste de poursuivre leur réflexion sur l'énergie? Non, mais c'est parce que nous sommes d'accord sur la plupart de ces propositions que nous avons demandé à M. Cromeux et à M. Beffa de poursuivre sur un sujet plus particulier, les autres étant déjà largement traités, qui est celui de l'énergie. Pourquoi l'énergie? Parce que là, il y a une vraie préoccupation à la fois économique, de compétitivité donc, et environnementale. Et que nous devons agir, France et Allemagne, pour ne pas décrocher. Pour ne pas décrocher par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, où le prix de l'énergie a considérablement baissé, au risque pour nos industriels d'en être directement affectés, ne pas décrocher non plus par rapport à nos objectifs environnementaux, parce que nous sommes là aussi engagés par un certain nombre d'objectifs que nous avons fixés. Donc nous allons leur demander non pas simplement de faire des propositions sur ce qu'il conviendrait de faire au niveau des États, mais ce qui pourrait être fait au niveau des entreprises pour agir ensemble et pour avoir les réponses appropriées. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Quand on parle de la France et de l'Allemagne, on croit que nous ne sommes pas d'accord. Et la plupart du temps, nous le sommes. Alors, il peut y avoir des nuances, mais vous insistez sur les nuances en oubliant sur quoi nous sommes mis d'accord. Et encore aujourd'hui, à travers cette contribution. Et pour nos amis allemands, journalistes, pour nos amis français, ils sont déjà convaincus, je le sais bien, mais pour nos amis allemands, cessez de penser que la France voudrait échapper à ces disciplines budgétaires. Ça a pu être le cas dans le passé. Mais depuis un an, nous y avons mis bon ordre. Et il n'était pas facile de prendre ces décisions. Cessez de croire que nous ne voulons pas nous préoccuper du marché du travail. Nous avons fait la réforme qui était attendue depuis des années. Cessez d'imaginer que nous ne comprenons pas l'exigence de la compétitivité. Je suis le premier à avoir souligné la gravité d'une situation où la France et l'Allemagne ont des résultats en termes de balance commerciale radicalement opposés. Ça ne peut pas durer dans une zone euro. Il ne peut pas y avoir une telle distinction, une telle différence. Mais en même temps, comprenez aussi, les chiffres du chômage ont été rappelés, que l'objectif de croissance, que l'objectif notamment de donner une espérance aux jeunes, parce que nous avons une démographie dynamique, ce qui est aussi une différence par rapport à l'Allemagne, que cet objectif de croissance et d'emploi, nous pensons que c'est par l'Europe, dans l'Europe, que nous pouvons l'atteindre avec des politiques que nous mettons en œuvre à l'échelle de notre pays. Merci. Dankeschön. Voilà pour cette conférence de presse donc de François Hollande et de Angela Merkel, suivie sur ce plateau donc avec Jean-Louis Bourlanges, Jean Bizet, François Patria avec nous, sénateur socialiste, président de la région Bourgogne, avec nous également Guillaume Duval d'Alternatives économiques, qui fustige dans un livre récent le modèle allemand qui a été défendu avec bravoure il y a un instant par la chancelière. Vous allez pouvoir lui répondre. D'abord, messieurs, est-ce que vous avez suivi une conférence de presse commune véritablement entre Angela Merkel et François Hollande? Jean Bizet? Absolument pas. Il y avait 2 discours parallèles et un couple qui manifestement ne s'entend pas, ne fonctionne pas parce qu'ils ne parlent pas d'une même voix. Alors il y avait quand même une vision commune des sujets d'accord qui ont été annoncés. François Patria, qu'est-ce que vous retenez? J'ai retenu qu'il y a une volonté commune du couple franco-allemand de regarder dans le même sens, d'avancer ensemble, et même si le rythme de cette avance n'est pas le même, une volonté de réussir ensemble, notamment en matière de politique pour l'emploi des jeunes, en matière de fiscalité, en matière de gouvernance européenne, qui sont des grands principes qui, déclinés par des mesures concrètes, peuvent permettre d'avancer dans le même sens. Guillaume Duval?
Oh, moi j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose quand même de positif, en particulier que Mme Merkel est en train, et l'opinion publique allemande derrière elle, sont en train de découvrir l'isolement dans lequel la politique qu'elle avait menée jusque-là a poussé l'Allemagne, la mauvaise image que ça a donnée à l'Allemagne dans le reste de l'Europe, et elle cherche aujourd'hui, heureusement, à rattraper un peu les choses, notamment avec cette affaire de plan pour les jeunes qu'elle est prête effectivement à faire avec François Hollande. Alors il y a eu un lapsus qui vous a fait sourire, Jean-Louis Bourlange. Elle a parlé de François Mitterrand à un moment. Il semble qu'elle ait parlé de François Mitterrand. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie pour une époque où l'entendem franco-allemand fonctionnait mieux que maintenant. Mais en tout cas, c'était intéressant. Je crois que, si vous voulez, l'Europe, c'est assez largement quelque chose qui fonctionne sur le mode de ce qu'on appelait en philosophie le gestaltisme, c'est-à-dire la théorie des formes. Ce qui compte autant que le fond, c'est la forme. Et là, il y avait manifestement une très grande attention depuis quelques jours de la part des deux côtés du Rhin, de la part des Allemands et des Français, à donner le sentiment, et ce sentiment est en lui-même un fait politique, à donner le sentiment qu'on voulait faire les choses ensemble et qu'on repartait sur des bases bilatérales, ce qui est quand même intéressant parce que toute l'attitude politique de François Hollande depuis quelques mois, depuis son élection, avait été de rompre avec ce souci d'un rapport assez exclusif, assez dirigeant, si je puis dire, franco-allemand par rapport aux autres. Et là, on sent qu'il a évolué. Alors, sur le fond, je crois qu'il y a deux choses. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Duval. Il y a certainement le souci chez Madame Merkel d'améliorer son image de marque en Europe avec des choses qui ne coûtent pas très cher et qui ne signifient pas grand-chose. Mais en même temps, j'ai été très frappé chez le président Hollande de son incapacité ou de son refus de tenir un discours qui soit politiquement, économiquement différent de celui de Mme Merkel, qui, elle, a réaffirmé avec force les principes, disons que globalement, entre le keynésien, on n'a pas entendu le keynésien Hollande, et on a entendu l'ordo-libéral, ou la ricardienne, si je puis dire, Merkel. Alors, je vous propose de faire un détour par Bruxelles avec notre correspondant François Baudonnet, qui est avec nous dans quelques instants. Il va nous dire, lui, quelles sont les réformes qui, peut-être, vont marquer. J'ai retenu quand même l'annonce que la France et l'Allemagne étaient d'accord pour qu'il y ait un président de l'Eurogroupe à temps plein. Ça, c'est une notion importante. C'est une nouveauté. Excusez-moi, c'est une nouveauté. Il y a quelques semaines à peine, on a nommé M. Dijsselbloem, ce qui était un choix inattendu et très inopportun. Très contesté. Compte tenu de son peu d'expérience, les premiers pas de M. Dijsselbloem, notamment sur l'affaire chypriote, n'ont pas enthousiasmé. Et maintenant, pourquoi n'a-t-on pas fait ça il y a quelques semaines? Pourquoi revient-on sur cette idée qui, si elle était concrétisée, serait un progrès? Jean Bizet. Oui, je voudrais revenir sur les propos de M. Duval. Il est vrai que l'Allemagne est critiquée dans les pays d'Europe du Sud parce qu'ils sont amenés à faire des efforts considérables. Mais la France, elle est moquée. Elle est moquée aussi bien dans le Nord comme dans le Sud, tout simplement parce que on est aujourd'hui l'homme malade de l'Europe qui ne sait pas faire ses réformes. Parce que ça va demander beaucoup d'énergie, de volonté, et ce n'est pas simplement avec une boîte à outils que le président de la République va y parvenir. Je n'ai pas entendu suffisamment, comme dans les propos de Mme Merkel, la chancelière, le mot compétitivité, le mot effort, le mot durabilité, le mot modification du droit de la concurrence. Ça, c'était dans la bouche de la chancelière et uniquement dans la bouche de François Hollande, François Patria, il y a eu le mot souveraineté. Il a défendu la souveraineté nationale face, là, il n'a pas dit les dictats de la Commission européenne. Mais est-ce que vous estimez qu'à bon droit, la France peut dire à la Commission, on est d'accord sur l'objectif, mais c'est à nous de décider de la façon de les atteindre? Non, mais je d'abord voudrais répondre un peu à la désinvolture, permettez-moi de dire cela, de ce que j'entends avant. On demande à François Hollande depuis un an de faire toutes les réformes structurelles qui n'ont pas été faites pendant 10 ans. Et on nous le reproche aujourd'hui. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Qu'est-ce qu'il y avait pour la compétitivité de fait? Qu'est-ce qu'il y a eu comme de grandes réformes tentées sur les retraites, inabouties, puisqu'il va manquer, à partir de 2018, 20 milliards. Vous le savez, mais les réformes structurelles qui devaient être... La compétitivité, où était-elle? Où est-ce que l'effort vraiment pour la recherche était fait? Non. Ces grandes réformes, on les demande aujourd'hui à un chef de l'État dans un contexte économique dramatisé. C'est vrai aujourd'hui, j'entends bien, il reste que sur la souveraineté
et sur la compétitivité, François Hollande a répondu. Oui. Il a dit, il est normal. Est-ce que la Commission européenne peut avoir confiance quand elle entend le président français dire « on choisira notre méthode, notre rythme » ? Je crois que le gouvernement français a déjà présenté à Bruxelles plusieurs fois, à la fois les voies des réformes qu'il entendait mener, le rythme qu'il entendait tenir et comment il voulait y aboutir. C'est quand même la première fois cette année qu'on arrive à une diminution des dépenses budgétaires avec des hausses des prélèvements à côté, bien entendu, qui est sans précédent. Il faudra poursuivre dans cette méthode d'économie aujourd'hui. Personne ne peut penser que nous ne devrons pas faire des économies. Personne ne peut penser que nous ne devrons pas retrouver l'équilibre budgétaire. Mais je crois que le président le fait courageusement. Il dit « je vais le faire, il n'y a pas de dictat européen. La souveraineté française, c'est de décider quelles mesures nous prendrons et comment nous les prendrons et comment nous les tiendrons. » À travers notamment le dialogue social. Il a beaucoup insisté là-dessus. Jean Bizet, je voulais noter quand même la phrase aujourd'hui du président de l'Assemblée nationale, le socialiste Claude Barthelone, qui avait, on s'en souvient, il y a quelques semaines, parlé d'une confrontation avec l'Allemagne. Et lui, il récuse justement les injonctions de la Commission et dit c'est une négation du suffrage universel, c'est inacceptable et c'est une façon de renforcer les populismes et le rejet de l'Europe. Jean Bizet. Je pense que M. Barthelone, je dirais, il n'est pas convenable dans ses propos. Mais je voudrais rebondir sur les propos qu'a tenus tout à l'heure mon collègue Patria. Oui. Il a oublié de lire, fin 2011, début 2012, si vous voulez, les comptes rendus de la Cour des comptes de M. Migaud, considérant qu'elle était la pente assez vertueuse dans laquelle nous nous orientions. Et ce n'est pas les mesures qui ont été prises depuis pratiquement 13 mois, avec le matraquage fiscal qui a été celui que l'on sait, qui peut permettre à la Commission d'avoir aujourd'hui confiance en la France. Je sais très bien, si vous voulez, qu'il y a un certain nombre de réformes que depuis un certain nombre d'années, elles n'ont pas été conduites. Nous avons commencé dans les 2 dernières années du mandat du président Sarkozy. Mais vous n'étiez pas coopératif à notre endroit en la matière. Et je le dis aujourd'hui encore, si demain vous faites des réformes, l'opposition d'aujourd'hui saura être constructive à vos côtés sur ce point. Alors voilà, le rendez-vous est pris. Vous avez vu, vous serez soutenu si vous faites des réformes qui plaisent à l'opposition. La question qui se pose, pas simplement pour les Français, c'est pour tous les Européens, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir confiance dans la Commission ? Si la Commission, c'est un organisme qui n'a été capable de ne prendre strictement aucune initiative en 2009 dans la phase la plus chaude de la crise, c'est un organisme qui impose depuis 3 ans une politique économique qui a ramené l'Europe dans la récession, qui a fait exploser le chômage. Elle a accordé un délai à la France. Oui, elle a été obligée d'accorder un délai parce qu'effectivement, personne ne peut réussir à limiter les déficits et à se désendetter quand on est en récession. La dette publique grecque, c'est 175% du PIB grec aujourd'hui. C'est 70 points de plus qu'avant la crise, et malgré les 100 milliards d'euros qu'on a annulés l'an dernier, ça monte de 10 points tous les ans. C'est ça que fait la Commission depuis 3 ans. Donc le problème, c'est que cette Commission qui a échoué jusque-là, elle a été obligée d'accorder un délai, et pour se donner bonne figure, notamment vis-à-vis des ultras... Est-ce que vous l'estimez disqualifié comme le président de l'Eurogroupe, vous, alors ? Je pense que la Commission pose au moins autant de problèmes que le président de l'Eurogroupe, et depuis plus longtemps. Non, mais c'est exact. La Commission n'a pas été à la hauteur des enjeux. Nous ne sommes pas face à une crise de l'euro, ça a été répété hier où nous étions. Elle n'a pas su faire preuve, si vous voulez, de hauteur de vue. Et ce sont les chefs d'État qui ont été obligés de s'y atteler. Et ça a été fait de façon imparfaite parce que par discordance et manque de cohérence. Alors on va aller à Bruxelles, je vous le disais. On va retrouver François Baudenay. Vous êtes là, François, pour nous donner votre lecture de cette conférence de presse commune que vous avez suivie comme nous. Alors moi je retiens en fait différents points. Il y a effectivement quelques annonces, vous venez d'en parler. Il y a d'abord effectivement la création de ce poste de président de l'Eurogroupe à temps plein. C'est à temps plein qui est important parce qu'aujourd'hui l'Eurogroupe a un président, c'est Jeroen Dijsselbloem, qui est un néerlandais, c'est le ministre néerlandais des Finances qui est à ce poste depuis peu de temps. Mais là, la France et l'Allemagne veulent que ce poste soit un poste à temps plein, et donc c'est quelqu'un qui ne sera pas ministre. Donc on peut dire que vraisemblablement les heures de Jeroen Dijsselbloem au poste de président de l'Eurogroupe sont comptées. Ensuite, il y a le budget de la zone euro. Angela Merkel et François Hollande semblent être d'accord pour créer ce qu'ils appellent un fonds pour la zone euro.
En revanche, c'est assez flou, on ne sait pas comment il sera financé. François Hollande a parlé de la taxe sur les transactions financières, mais rien n'est fait. Ce que j'ai noté également quand même, c'est un changement de ton de François Hollande vis-à-vis de la Commission européenne, un changement de ton assez marqué, mais vous en avez parlé également. Il a dit la méthode, les mesures, c'est de la responsabilité de la France, mais il a été beaucoup moins dur, il n'a pas parlé de dictée, donc de diktat comme hier. Et enfin, j'ai noté quand même qu'il n'y avait aucune complicité entre François Hollande et Angela Merkel. Pendant les 40 premières minutes de cette conférence de presse, ils étaient très tendus, aucun regard complice, ils ne se citaient jamais l'un l'autre. Et même à la fin, il y a eu une espèce de compétition entre les deux modèles. Angela Merkel a longuement défendu le modèle allemand. Ensuite, François Hollande a parlé du dynamisme peut-être de la démographie française. Donc jusqu'au bout, je dirais que c'était une conférence de presse qui était quand même marquée sous le sceau de la tension. C'est vrai, effectivement, on l'avait remarqué. Nous aussi, François Bedonnet, effectivement, on s'était interrogé tout de suite si on avait assisté véritablement à une conférence de presse commune. Vous vouliez réagir, Jean-Yves Bourlanges? Il y a plusieurs choses qui ont été dites. D'abord sur l'attitude vis-à-vis de la Commission, l'attitude institutionnelle. Je ne parle pas simplement du fond. Le fond est important. Ce qui me paraît frappant et embarrassant de la part de François Hollande, c'est à nouveau son côté, ce qui a été rappelé à l'instant, ce retour en arrière. Je veux dire que quand Bartolone dit la Commission n'a qu'à se mêler de ce qu'elle regarde, la souveraineté française, etc., c'est sacré, il dit à peu près ce qu'Hollande a dit hier. Et aujourd'hui, Hollande nous a présenté la souveraineté comme réduite, c'est quasiment l'expression qu'il a employée, réduite à la mise en œuvre. On dit voilà, sur les grandes options, mais c'est quand même la France est comme une directive, si vous voulez, une directive européenne, ça définit les objectifs, et puis on laisse les moyens à la disposition des États. Alors je crois que c'est quand même toujours très embarrassant d'être en face d'un discours qui est à ce point coulissant. Est-ce qu'il est pour la Commission? Est-ce qu'il est contre la Commission? Est-ce qu'il limite la souveraineté française à des mesures d'exécution? Tout ça crée, je crois, un flou qui ne contribue pas à clarifier le rapport des Français à l'Europe. Bon, quand on l'écoute, quand même, on se dit qu'il n'y a pas véritablement de friction, puisqu'il reprend toutes les réformes, les unes après les autres. La réforme du travail, du marché du travail, l'allocation chômage, les métiers, la concurrence, il faut ouvrir certaines professions. Mais hier, au contraire, c'était plutôt une ligne Bartolone, etc. Alors, je crois, M. Duval a critiqué la Commission. Je pense que c'est un mauvais procès. D'abord parce qu'elle n'a en réalité que des pouvoirs extraordinairement limités. Elle a des pouvoirs de police économique. Et oui, mais elle a très peu de pouvoirs d'initiative en matière les politiques budgétaires, les politiques économiques, jusqu'à la conclusion à la ratification, à la mise en œuvre du traité budgétaire sont largement celles des États membres. Mais je crois surtout que le procès que vous faites n'est pas justifié parce que le vrai problème, il n'est pas celui de la Commission. Il est de savoir quel est le diagnostic sur lequel et quelle est l'analyse économique sur laquelle on se fonde. Est-ce qu'on a une approche keynésienne selon laquelle le problème fondamental, c'est une atonie de la demande et donc un soutien par différents moyens, encouragement à la consommation, c'est pas votre avis, à l'investissement. Oui. Non, moi je crois que les problèmes dans lesquels nous sommes, c'est une défaillance des réformes structurelles. Je crois que nous sommes pour parler un peu pompeusement, dans un paradigme ricardien du fait de la globalisation, que comme l'a rappelé Mme Merkel, les problèmes sont des problèmes de compétitivité. Et je voudrais juste répondre... François Hollande l'a dit pour la France. Il a dit, quand il a commandé les chiffres du chômage, il a dit nous avons un problème avec défaut de compétitivité. J'ai trouvé que là encore, François Hollande glissait, c'est ce que je disais tout à l'heure, glissait plutôt dans la lumière. Mais ce que je voudrais dire par rapport à juste une remarque politique par rapport à ce qu'a dit M. Patria. M. Patria dit à juste titre, en un an, on ne pouvait pas tout faire. Ça, je vous suis tout à fait. Mais je crois que ce n'est pas ainsi que ça se présente. Car en réalité, quand on regarde la situation jusqu'en 2010 à peu près, au cours des 20 dernières années, il y a eu Chirac, Mitterrand et tout, un compromis, un accord pour ne pas faire de réforme. Un accord sur un infra-keynésianisme dans lequel on ne faisait pas les changements. Le changement, il est apparu en 2010. En 2010, au moment où on sortait, au cœur de la crise, Sarkozy, qui avait fait, à mon avis, une politique très malencontreuse en arrivant aux affaires en 2007, on a des changements. J'en citerai 3. L'augmentation de la fiscalité sur les hauts revenus,
c'est à ce moment-là qu'on rompt une tendance de 25 ans de baisse systématique des revenus, une action de contrôle des dépenses publiques, notamment de réduction de nombre des fonctionnaires avec le 1 fonctionnaire sur 2, qui a commencé avant, mais qui se développe à ce moment-là, et un effort de réduction des dépenses très, très profond. Et ça, et les retraites. Et le troisième champ, alors on peut dire on n'en a pas fait assez, mais c'était pas ceux qui disaient qu'on en faisait trop qui peuvent nous reprocher de ne pas en avoir fait assez. Or ça, maintenant, je crois que ce qu'est en train de dire François Hollande a été élu à contre-courant de ce décrochage de 2010, et maintenant le problème de Hollande est de savoir s'il assume ce grand changement ou s'il le récuse. Et s'il l'assume, je dis comme M. Bizet, nous serons à côté de vous si vous l'assumez. Mais si vous le récusez, nous ne serons pas à côté de vous. D'abord, j'assume. Notre opposition à la réforme des retraites de Sarkozy, elle reposait sur deux choses. C'est une réforme qui était injuste. L'idée, c'est d'assumer des réformes à venir, des réformes de structure. Alors, par rapport à ce que dit Claude Barthelone, je crois que Claude Barthelone est dans la posture. Dans la posture politique. C'est son rôle, il le fait avec talent. Il est dans la posture. Dans la posture, j'ai dit. Il est dans la posture politique. Bien. Le discours de Hollande me paraît aujourd'hui plus pragmatique. La Commission, personne ne peut dire qu'on est pour ou contre la Commission. La Commission, elle est là, elle émet des recommandations. Ces recommandations, bon an, mal an, l'ensemble des gouvernements d'Europe aujourd'hui pensent qu'elles sont sensées. Et qu'il faut les écouter et qu'il faut sans doute dedans prendre des mesures de compétitivité, de réduction des déficits. On est tous d'accord dessus. Maintenant, après, c'est quand même bien aux États, chacun, de le mettre en musique et de le faire. Et c'est ce que dit aujourd'hui j'aimerais quand même que Guillaume Duval, qui a écrit Made in Germany, je le rappelle, le modèle allemand au-delà des mythes, réponde à ce que vous avez entendu tout à l'heure, Guillaume, dans la bouche même d'Angela Merkel, qui a défendu le système allemand et les réformes Schröder et même les petits salaires. Elle les a défendus pour les jeunes. Il vaut mieux qu'ils gagnent 800 € que d'être au chômage. Oui, surtout 400 peut-être parfois. Il vaut mieux gagner 800 que 400. En fait, il faut quand même pas. 400 que 200. Il ne faut pas perdre de vue que l'Allemagne a profité et profite notamment sous l'angle du chômage et du chômage des jeunes en particulier d'une démographie très déprimée. L'Allemagne a créé 2 fois moins d'emplois en proportion de ses emplois qu'elle avait en 90. Depuis 20 ans, l'Allemagne a créé 2 fois moins d'emplois que la France. Mais simplement, l'Allemagne, c'est un pays qui a perdu 500 000 habitants depuis l'an 2000, tandis que la France, c'est un pays qui en a gagné 5 millions. C'est un pays où il y a 700 000... C'est la clé d'interprétation pour vous c'est pas la clé d'interprétation de tout. C'est pas l'interprétation de tout, mais c'est une dimension importante, notamment sur le chômage des jeunes. Mais simplement, au-delà de ça, je voudrais dire un mot par rapport à ce qu'a dit M. Bourlange tout à l'heure. Si vous voulez, on est dans une situation extraordinaire. C'est une crise qui est partie des États-Unis, de la dérégulation financière américaine. C'est une crise qui est partie des déséquilibres macroéconomiques fondamentaux énormes des États-Unis et qui est arrivée en Europe. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les États-Unis vont mieux que l'Europe, que l'économie est repartie aux États-Unis depuis 3 ans, que le chômage baisse, alors qu'en Europe, on retombe dans la récession, le chômage explose, alors que pourtant, on a 10 points de moins de dette publique que les Américains, on a beaucoup plus d'épargne des ménages que les Américains, on a moins d'endettement des ménages que les Américains, et on a des comptes extérieurs équilibrés. On n'est pas du tout comme les Américains, des gens qui consomment beaucoup plus que ce qu'ils produisent. Si on regardait vraiment les États-Unis et l'Europe de loin, de la Lune, on dirait c'est l'Europe qui doit s'en sortir de la crise avant les États-Unis. Si on s'en sort pas, c'est vraiment parce qu'on gère mal nos affaires en interne, et notamment parce qu'on suit l'avis de Mme Merkel et de la Commission. Dernier exemple avec ce nouveau pic du chômage en France, je vous le disais tout à l'heure, donc, et François Hollande l'a commenté tout à l'heure, avec un bond le mois dernier, en avril, de près de 40 000 demandeurs d'emploi. On voit les chiffres avec Paul Bouffard. C'est une envolée spectaculaire, 39 800 chômeurs de plus sur le mois d'avril. Un triste record publié par le ministère du Travail. Les rangs de Pôle emploi grossissent pour atteindre le pic de 3,2 millions de demandeurs d'emploi. Rien, pas même François Hollande n'arrive à calmer le chômage. Depuis son arrivée à l'Elysée, la moyenne est de 25 000 chômeurs en plus chaque mois. Autre alerte, l'emploi des jeunes. Un jeune sur 4 serait au chômage en France. Une priorité pour François Hollande qui compte sur sa fameuse boîte à outils. Contrat de génération, emploi d'avenir, des instruments qui peinent à se développer. Seulement 25 000 contrats signés fin avril. L'Elysée en souhaite 100 000 pour 2013.
Voilà, et donc François Hollande, il l'a dit tout à l'heure, il croit toujours à une inversion de la courbe à la fin de l'année. Il a rappelé l'importance des mesures d'urgence. François Patria, en Bourgogne, par exemple, vous signez, vous, des contrats d'avenir. Michel Sapin trouve que les collectivités locales sont un peu lentes à suivre. C'est vrai. D'un côté, on a beaucoup reproché aux collectivités locales de beaucoup embaucher. Aujourd'hui, elles prennent encore sur elles, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, de créer les emplois d'avenir, et la région Bourgogne en crée. Il y a des départements qui n'en créent pas, par contre. D'accord. Notamment des départements d'opposition aujourd'hui, qui n'en créent pas, ou qui refusent d'en créer. Mais on passera au stade. Je pense qu'on ne peut pas croire qu'on va créer de l'emploi en France actuellement, alors qu'il y a une croissance zéro et une baisse de la demande actuellement. Donc c'est cela qu'il faut inverser aujourd'hui pour effectivement espérer inverser la courbe du chômage. Allez, tout autre sujet, messieurs, si vous voulez bien, un mot, parce qu'il faut qu'on parle de la décentralisation. Je voudrais simplement dire sur l'affaire américaine que je suis quand même surpris d'entendre M. Duval faire l'éloge du modèle américain quand on voit la violence sociale de l'ajustement structurel américain, avec des chômeurs qui sont pratiquement sans indemnité. Regardez ce qui s'est passé chez General Motors, où ils ont renoncé à tout, à leur pension. Regardez l'assainissement du système financier, des centaines de banques fermées, des centaines de milliers de travailleurs jetés à la rue. Je veux dire, on peut défendre ou attaquer ce modèle, mais on ne peut pas le présenter comme bénin. Il se défend, il n'a pas fait l'éloge du modèle américain. Bon, je voulais qu'on parle de la décentralisation, c'est très important aujourd'hui. François Patria arrive directement de la séance, avec le chemin très étroit dans notre pays, donc vers plus de décentralisation. Le gouvernement, qui a dû scinder son texte initial en 3 face à l'hostilité des élus des différentes collectivités locales, pensait pouvoir mettre sur orbite un nouvel échelon, les métropoles. Mais là encore, une fronde spectaculaire a fait trembler le Sénat aujourd'hui. La presque totalité des élus de la région marseillaise concernée, plus d'une centaine de maires et 7 sénateurs de tous bords, ont manifesté bruyamment. Marie Brémaud avec Jérôme Rabier. Alors que le débat sur les métropoles vient à peine de commencer, un comité d'accueil attend la ministre Marie-Lise Lebranchu devant l'hémicycle. Des élus des Bouches-du-Rhône de tous bords ne décolèrent pas. Mais je vais le mettre, moi, le feu. C'est bien. Parce qu'on veut nous tuer. Dans la ligne de mire des élus, la création d'une vaste métropole autour de Marseille souhaitée par le gouvernement. Le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, a œuvré activement pour la réécriture du projet de loi. Alors quand il apparaît, il est accueilli en héros. Voilà le ministre qu'il nous faudrait. Le ministre. Non. Tu es meilleur que le Branchu. Non. Allez, mais arrête. Mets le feu. Bon, arrête. Non, Madame Le Branchu est excellente. L'ambiance est tout autre avec la ministre de la décentralisation. On y va ? Une réunion s'improvise. Il faut désamorcer le conflit avant la poursuite des débats. Mais à l'issue d'une demi-heure d'échange, les élus sont visiblement toujours aussi remontés. Je considère qu'il n'y a eu aucune avancée, sinon un peu d'enfumage. Et les esprits s'échauffent. J'ai fait une... mais d'accord, mais aussi. Attends, parle-moi quand même. Attends. Ministre ou pas, j'en ai rien à foutre. L'image est symbolique. Dans l'après-midi, sénateurs et maires expriment leur mécontentement devant les portes du Palais du Luxembourg. Pas les bienvenus, mais décidés à faire bouger les lignes. Et c'est pas en faisant en sorte que toute la richesse finalement, qui n'est pas non plus extraordinaire, toute la richesse des Bouches-du-Rhône aille sur la ville de Marseille, qu'on va sauver la ville de Marseille. Ça veut dire que toutes ces compétences qu'on donne à la métropole, elles ne pourront pas être assumées avec le budget de la métropole. Et qui va se retrouver asséché alors qu'on fait le maximum pour gérer au mieux nos communes? Ce sont les alentours. Jean-Claude Gaudin, seul contre tous, Marseille métropole, il soutient le projet de loi et sa ville. Marseille ne veut pas de donner de leçons à qui que ce soit, mais Marseille n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Merci. Mais au-delà du vaudeville apparent, c'est l'avenir de tout un département qui est en train de s'écrire. Alors François Patria, je le rappelle, donc vous êtes le président de la région Bourgogne, quelle belle région. Est-ce que la décentralisation est bloquée dans notre pays en raison des partisans des régions, des départements, des communes? Personne ne veut bouger, on le voit encore aujourd'hui. C'est si difficile que ça d'accepter de perdre un peu de ses prérogatives. Je disais tout à l'heure, en abordant le sujet, qu'en décentralisation, je suis toujours pris entre le désespoir et la béatitude. Entre ceux qui ne veulent jamais bouger et ceux qui nous présentent un nirvana de mal à décentralisation. Je pense que la France a trop d'échelons. Je le dis et je le répète. Mais pas les régions. Maintenant, deuxième chose, qu'il y a trop d'échelons. Le département reste à définir. Ensuite, il y en a trop. Je dis il y en a trop. D'accord. Et ensuite, ça n'est pas aux collectivités à dire
ce qu'elles veulent faire. C'est à l'État à dire aux collectivités ce qu'elles doivent faire et avec quels moyens le faire. Et l'État doit siffler la fin de la partie, trancher dans les compétences aujourd'hui. En ce sens, les textes sont insatisfaisants. D'accord. Et vous êtes pour, par exemple, la création de métropoles, alors que le texte a été entièrement réécrit par la Commission des lois? Le texte est sur l'ensemble. Mais c'est surtout pas sur les métropoles qu'il a été réécrit. C'est surtout sur ce qui est aujourd'hui le chapeau, sur la conférence territoriale, voilà. sur le pacte territorial. C'est là-dessus qu'il a été réécrit, parce qu'on était en train de monter une usine à gaz qui n'allait pas pouvoir fonctionner. C'est là-dessus qu'il a été réécrit le texte. Mais je pense que la France a besoin de métropoles, oui. Il y a des villes, il y a au moins 5 villes en France qui ont vocation à être des métropoles européennes. C'est Paris, c'est Lyon, c'est Strasbourg, Alors vous avez envie ce soir de rendre hommage, par exemple, à votre rival politique, l'UMP Jean-Claude Gaudin, qui est tout seul à Marseille. Il est entouré par des communistes, d'autres UMP, des socialistes qui ne veulent pas d'une métropole. Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé le discours de Jean-Claude Gaudin de la même veine que de celui de Gérard Collomb à Lyon et que d'autres élus de la majorité parisienne aujourd'hui, une volonté demain d'organiser mieux le territoire, de tenir compte du fait métropolitain et par capillarité d'irriguer tout le territoire de leur région. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette édition spéciale. C'est la fin donc de ce 19h qui a commencé à 18h exceptionnellement. On a suivi ensemble la conférence de presse d'Angela Merkel et de François Hollande. À 22h, Sonia Mabrouk sur Public Sénat, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. J'aimerais vous y voir. Bonsoir.